Je vais parler juste de quelques résonances ou des remarques très larges qui m'ont été suscitées par ces présentations qui s'inscrivent bien dans une perspective sur l'État qui ne considère plus l'État comme une entité organique uniforme et singulière, agissant de manière homogène, mais plutôt comme une toile diversifiée d'institutions, de procédures et d'acteurs qui coexistent de façon complexe et parfois contradictoire. Et l'État est ainsi ethnographiable au travers du fonctionnement de ces institutions, dans la mesure où, comme l'a dit Didier Fassin ce matin, elles sont le point de rencontre entre des politiques et des pratiques. Et c'est là, à cette interface, que l'État se produit véritablement en tant que processus, dans la façon dont les politiques, les directives, les réglementations prennent corps par l'activité de ses agents et en particulier ceux qui sont en ligne de contact avec le public. Donc au-delà des textes de loi, l'État a bel et bien des visages variés, des valeurs, des affects, même quand il se prétend neutre. Et c'est ainsi que, pour ajouter un exemple à l'appui de l'idée soulignée ici par Didier Fassin, que ces agents font aussi la politique de l'État au lieu de se limiter à l'appliquer. C'est ainsi, par exemple, que la répression des travailleurs sexuels s'est vue récemment réactivée dans les routines du travail policier au Portugal, plus de 30 ans après la dépénalisation de la prostitution. Et ces travailleurs sexuels sont à nouveau poursuivis ou harcelés par la police, donc ils sont redevenus des gibiers de police, bien que maintenant, non plus officiellement en tant que tels, en tant que travailleurs sexuels, mais en tant que potentiels immigrants irréguliers. Donc une activité stigmatisée mais pas illégale, se voit ainsi par ce biais devenir l'objet à nouveau de descentes de police régulières. Donc ces pratiques de contrôle deviennent alors un élément d'une économie morale qui ne découle pas de discours et de normes officielles, mais qui est produite dans les routines pratiques de ces agents au nom de l'État et de la loi, et qui est centrée non pas sur la situation objective des clients, mais sur leur comportement. Donc le contrôle n'est pas limité aux résultats en termes de détection et sanction de violation du droit des étrangers, mais il se manifeste comme étant lui-même un moyen de régulation de comportements hors normes. L'attention aux modalités concrètes d'action publique telles qu'elles seront visibles dans le fonctionnement des institutions et de leurs agents est aujourd'hui d'autant plus importante que cette action publique est marquée d'une série d'inflexions, d'ambivalence et d'ambiguïté en ce qui concerne le gouvernement de la précarité et dont les deux pôles, comme a été souligné ici souvent, sont la gestion pénale et la gestion sociale des populations vulnérables. Tout d'abord parce que, comme a aussi rappelé Didier Fassin, la porosité est en effet grande entre catégories dangereuses et en danger, suscitant tantôt contrôle, tantôt assistance, et qui fait que les deux secteurs, donc le pénal et le social, est souvent les mêmes destinataires en des moments différents. Ensuite, parce que bien qu'à ces deux volets, assistance et contrôle, disons, correspondent des institutions et des services différents, en gros, il s'agit aussi des ingrédients qui se combinent de façon variable et changeante dans chaque institution. Par exemple, le volet social comporte de plus en plus d'ingrédients de contrôle et de coercition, comme l'ont montré beaucoup de travaux, je pense notamment en France, de Vincent Dubois. Et le volet pénal ne s'est pas entièrement dépouillé d'une dimension disciplinaire qui peut inclure un ingrédient de soins et d'insertion. Et j'aimerais m'arrêter un peu plus sur ce point. Yasmine Bouaga a fait justement mention d'une nouvelle forme de gouvernementalité organisée selon une logique de gestion de risque plutôt que selon une logique de transformation des individus et des conditions sociales.
Et ceci paraît en effet correspondre à un passage historique qui d'ailleurs déjà été anticipé par Michel Foucault, d'un régime disciplinaire à un régime de sécurité ou de contrôle, où il s'agit moins de réduire les écarts à la norme, donc de normaliser, que de gérer ces écarts et de les contrôler tels qu'ils se présentent. Et ce n'est pas non plus un hasard que, par exemple, les préoccupations criminologiques se soient aujourd'hui beaucoup déplacées depuis les personnages de la délinquance et les bases de la délinquance, en essayant de les comprendre pour intervenir sur elles ou les transformer, vers plutôt le perfectionnement de techniques et de stratégies défensives visant à rendre personnes et biens moins vulnérables à des incidents délictueux. Donc cette forme de gouvernementalité se dit moralement neutre en ce qu'elle rejetterait l'idée d'une communauté morale mainstream dans laquelle ceux qui se trouvent dans les marges devaient être intégrés par le biais de dispositifs disciplinaires estimés trop intrusifs. Simplement, cette neutralité morale s'est avérée illusoire, finalement, et non seulement parce qu'elle a été l'objet d'alignements idéologiques et de connotations politiques très variables. Pour donner deux exemples aux connotations et aux signes politiques opposés, s'il est vrai que c'est cette logique même qui est à l'œuvre dans des options considérées progressistes comme les programmes de réduction de risques liés à la toxicomanie, tels que échange de seringues, sites d'injection, programmes de substitution d'héroïne, où le but est de gérer les risques liés à l'usage de drogue plutôt que de supprimer l'usage lui-même ou de guérir le toxicomane, disons. Il est vrai aussi qu'en d'autres domaines, cette même nouvelle gouvernementalité, dépourvue de tout but d'intervention plus ou moins transformative, y compris d'insertion, a aussi prêté par ailleurs une nouvelle respectabilité à la punition et au contrôle en tant que des fins en soi. C'est-à-dire qu'elle a aussi donné une nouvelle légitimité au punitivisme, aux conceptions rétributives de la peine et au populisme pénal qui a contribué à l'obsession de la peine de prison et à l'inflation des populations carcérales. Ceci dit, bien que ce type de gouvernementalité ait prêté de nouvelles tonalités à la gestion de la clientèle du secteur pénal et imprégner le lexique de cette gestion en plusieurs pays, comme Yasmine nous permet de l'apercevoir à propos de la France, par exemple, elle n'a pas pour autant complètement annulé les dispositifs disciplinaires plus classiques qui n'ont été que partiellement démantelés. De la même manière que dans ce même secteur, le secteur pénal, les idéaux d'insertion, de réintégration n'ont pas connu le même déclin partout, de la même façon. Ce qui arrive, toutefois, c'est que tout ceci a cessé de faire partie d'une rationalité unifiée, d'une rationalité cohérente. Plusieurs rationalités coexistent. Et étant donné cette coexistence, à plus forte raison, l'amplitude de sens dans les pratiques observées peut être importante. Prenons le ou les sens de la discipline elle-même. Un des responsables d'une maison d'arrêt disait à Fabrice Fernandez qu'on ne va pas transformer les gens, on n'a pas d'objectif de résultat, ce n'est pas un camp de rééducation. Les procédures disciplinaires pratiquées par les commissions de discipline, aujourd'hui dans un format bien plus judiciarisé et éloigné du modèle carcéral autoritaire et autarcique de l'avant-guerre, ont bel et bien une dimension morale d'amendement et de rectification des comportements. Mais il ne s'agit plus tellement, me semble-t-il, de discipline au sens lourd, au sens foucaultien du terme, c'est-à-dire
de modelage des corps et des esprits et de changement des individus à long terme, agissant en profondeur sur leurs dispositions. Si l'idée de discipline mise en avant dans ces procédures a un contenu quelconque au-delà de son objectif plus immédiat lié au maintien de l'ordre, ce contenu, me semble-t-il aussi, se formule néanmoins de façon relativement superficielle en termes de responsabilité individuelle et de capacité de choix du détenu en tant qu'agent moral. Et les détenus apprennent que c'est sur ce langage plutôt volitionnel qu'il convient de s'aligner pour communiquer de manière plus réussie ou plus stratégique avec le personnel pénitentiaire et les commissions disciplinaires. Et d'ailleurs, ça serait intéressant de voir aussi comment tout ça se répercute du côté des détenus, comme on parlait tout à l'heure. Quant au volet d'insertion, de réintégration ou de resocialisation, donc la main gauche dans l'institution pénitentiaire, il a connu aussi de nouveaux avatars un peu partout, je ne sais pas jusqu'à quel point en France, mais sous la forme de programmes intracarcéraux qui redéfinissent les problèmes sociaux des détenus en tant que problèmes psychologiques ou d'ajustement cognitif. Informés par la psychologie positive, ces programmes sont centrés surtout sur le travail des attitudes et des choix individuels, quel que soit le degré de détresse sociale des détenus en termes de travail, de logement, de santé, de statut de séjour dans le cas des immigrants ou des étrangers et toute une série de circonstances socio-économiques. Le revivalisme des perspectives psychologiques sur la délinquance a en effet engendré une nouvelle rhétorique sur la réintégration, oublieuse du contexte social ou rendant invisible la précarité structurelle et l'exclusion extrême. Bien que ces programmes soient encore plutôt prédominants au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, dans quelques prisons de femmes aux États-Unis, ces programmes, comme l'a remarqué Pat Carlin, sont aussi depuis quelque temps l'objet d'un marketing mondialisé et participent à un circuit transnational de diffusion de produits pénaux, disons, dont ils sont en train de devenir les produits les plus séducteurs, en partie en raison de leur enrobage scientiste et néopositiviste, même si leur efficacité est loin d'être établie vis-à-vis celle de programmes de resocialisation extramuros. Ils sont pourtant en train d'en capter beaucoup de ressources qui sont aussi transférées vers le milieu carcéral. Si je fais mention de ces aspects de l'atmosphère contemporaine dans laquelle baignent ces institutions, c'est parce que les configurations morales où s'inscrivent des logiques d'action et des ethos et des pratiques professionnelles prennent forme aussi à partir de la circulation plus ou moins hégémonique de ces discours. Yasmine a parlé ici d'un déplacement du métier de conseiller d'insertion et probation du travail social vers l'évaluation des détenus, entendu comme la mise en œuvre d'un ensemble de savoirs experts dans le domaine de la criminologie et de comment ceci s'accompagne d'une réorientation de ce travail vers la responsabilisation des détenus. Donc, sous couvert de technicité et de la supposée objectivité diagnostique de cette évaluation, les conseillers d'insertion et probation peuvent ainsi neutraliser, bien que ils le font de façon variable, les sentiments moraux et les enjeux éthiques liés aux modalités de prise en charge des détenus. Un déplacement semblable a en effet eu lieu également au Portugal, c'est une réalité que je connais plus, bien que la dimension du travail social pénitentiaire de ce personnel ne paraisse pas encore avoir été oblitérée au même degré par celle de l'évaluation et de auxiliaires de justice.
Ceci dit, la même distanciation et la même tendance à la suspension de l'identification empathique derrière la technicité des discours experts est maintenant à l'œuvre, elle aussi, dans la dimension sociale de leur travail et pas seulement dans la dimension d'évaluation. Il ne s'agit pas nécessairement d'une suspension des jugements moraux, mais de leur reconfiguration ou de la reconfiguration de ceci dans un cadre discursif de type psychosocial. Le recours systématique à des catégories techniques préapportées dans ce domaine, telles que incapacité de résister à la frustration, incapacité à différer la gratification, orientation vers le présent, ces catégories permettent d'interposer une distance par rapport aux détenus et de réifier entièrement leur conduite, bien que ces catégories soient loin d'être elles-mêmes moralement neutres. Au contraire, elles ont une longue histoire de participation à une problématisation de la pauvreté marquée par la production de jugements moraux sur les pauvres et leur responsabilisation exclusive quant à leur situation, comme c'est le cas avec le thème de l'orientation vers le présent, dont Elliot Libo a montré il y a déjà un demi-siècle le sociocentrisme qui gouverne son usage. J'ai parlé tout à l'heure des inflexions, ambivalences et ambiguïtés qui marquent aujourd'hui la gestion de la précarité à propos de la façon dont, dans chaque institution, les ingrédients d'assistance et de contrôle changent, varient et se recombinent sous de nouvelles formes. Ceci peut s'appliquer aussi au niveau de différents corps de métier dans chaque institution, ce qui est susceptible d'accentuer encore une fois la variabilité des pratiques des acteurs et de nuancer les oppositions de principe entre ces deux ingrédients ou entre ces deux missions. Et ainsi, comme nous montre Yasmine, les déplacements du centre de gravité de l'activité du corps professionnel des CIP vers l'évaluation et le contrôle l'éloignent par plusieurs voies de ce qui étaient ces signes distinctifs, notamment par rapport aux surveillants. Non seulement il éloigne de l'activité d'assistance elle-même, mais aussi d'une relation intersubjective et d'une connaissance directe des détenus, puisque la part que l'écrit prend maintenant dans son activité a augmenté au détriment du contact avec les détenus. Et au Portugal, avec de l'auto-ironie, ces professionnels se désignent eux-mêmes maintenant comme la brigade du stylo pour signifier cette bureaucratisation et cette perte de contact avec les détenus. Par contre, et dans un mouvement inverse, les surveillants rejettent quant à eux l'image purement sécuritaire du porte-clés et revendiquent la reconnaissance d'autres aspects de leur travail fondés sur une connaissance directe des détenus avec lesquels ils ont un contact direct quotidien. Ils participent aussi de droit et de fait dans le domaine d'humanisation de la prison. Et bien que dans les conseils techniques, je ne sais pas quel est le terme, commission d'application des peines, où sont prises les décisions relatives à la modulation de la peine et où participent les principaux corps de métier à côté du juge d'application des peines, surveillants et travailleurs sociaux représentent encore leur rôle respectif suivant une répartition plus traditionnelle et plus conforme à l'identification publique classique de leur métier, bien que ceci arrive dans cette scène-là. Dans le quotidien, les frontières de ces deux territoires professionnels se sont en effet beaucoup estompées. Bon, donc je pense que je vais rester par là.